Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. Ici, nous parlons de tarot, d'astrologie, d'amour, de substances, de fantômes et de magie. Dans cet épisode, je reçois Olivier. Ancien directeur général adjoint d'un grand groupe de restauration, il conseille et enseigne aujourd'hui la méditation et l'intelligence émotionnelle. Verseau, il incarne cette liberté de penser et ce goût de la transmission propre à son signe. Une curiosité insatiable, une vision humaniste et une envie sincère d'élever la conscience collective. Son parcours relie deux mondes, celui du business qu'il connaît intimement et celui de la conscience qu'il explore et transmet. Olivier accompagne aujourd'hui entreprises et individus dans leur rapport au ressenti, à la présence et à la justesse intérieure. Il écrit actuellement un livre intitulé « Le courage d'être heureux », à paraître à la fin de l'année 2026. Grand lecteur, passionné par le monde et par l'humain, il tisse des liens entre sagesse et modernité, entre spiritualité et quotidien. Dans cet épisode, nous parlons du Dalai Lama, de physique quantique, de médecine ancestrale, d'émerveillement, des leçons que la vie lui a transmises, de la voix des gens et des accords Toltec. Je suis particulièrement touchée par sa prise de parole calme et claire. Vous verrez, il prend le temps de répondre, de choisir les bons mots, toujours avec une grande intégrité. Je vous laisse avec notre entretien, riche de ses expériences, en vous souhaitant une écoute douce et inspirée. C'est parti Olivier, bienvenue dans le podcast. C'est parti. J'aime bien, c'est parti. T'es quel signe astrologique et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors je suis Verseau, ascendant Lion. J'ai pas regardé ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, j'ai pas regardé ce que les textes pourraient dire sur ça, ou les astrologues, etc. Mais ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire déjà beaucoup de fluidité et d'adaptabilité. C'est-à-dire beaucoup d'observation. Parce que là, je trouve que la vie en général, c'est tellement magique et fou que en fait, tu te dis, quand tu la regardes vraiment au-delà de ton propre spectre de croyances, d'ego, etc., c'est un professeur exceptionnel. Voilà. Et ça, je l'ai appris à coup de challenge et d'épreuves, hein. À coup de résistance. Voilà, donc c'est... Alors, est-ce que c'est mon signe? Est-ce que... Moi, je crois pas du tout aux généralités, déjà. Je crois pas. Les Verseaux sont comme ça, telle personne est comme ça, les blondes sont comme ça. J'essaie toujours de me sortir de faire attention à ne pas faire de généralité, et on verra si j'en fais aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est... Et je trouve que le monde, une partie de la société, n'incite pas à travailler l'individualité, elle généralise beaucoup. On crée un raccourci parce qu'en fait, on veut mettre beaucoup de gens dans les cases. On veut que ce soit A ou B, alors qu'on peut être A et B. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais j'écris un livre depuis longtemps, qui s'appelle « Le courage d'être heureux ». Et en fait, le but est justement de développer une méthode pour apprendre à se découvrir, pour aller mieux et de sortir au-delà de toutes ces croyances et de qui on croit être, pour aller dans une exploration, sortir de la crainte d'aller parfois, tu sais, vers une part de toi que t'as pas envie de voir, alors qu'elle est là, et aussi d'aller vers le super beau de toi que t'as aussi peur de montrer. Voilà, ça a été et c'est toujours un vrai travail pour moi de conjuguer avec tout ça, de l'embrasser et de le transcender surtout. Voilà. Donc on est parti du signe astrologique pour aller vers... Non mais c'est super. Est-ce que donc toi tu connais, juste pour revenir du coup à l'astrologie, tu connais ton signe solaire, ascendant. Est-ce que tu sais où est ton Mars, où est ta Vénus, où est ton stellium? Absolument. D'accord. Donc t'as jamais fait. Et comment tu sais que t'es ascendant Lion? Parce qu'on m'a posé, je sais plus si c'était une app à l'époque sur laquelle j'avais été qui m'avait dit ça. Tu le sais quoi. Et t'as pas envie d'aller chercher plus loin. Parce que pour toi c'est des généralités. Non, c'est pas des généralités. Justement, ce que je trouve intéressant, c'est que
dans ce que tu m'expliques, c'est qu'on sort de la généralité parce qu'on va dans la subdivision. Donc c'est intéressant. Justement. Et c'est, je trouve, tout le travail de l'individu magique. D'aller arrêter de regarder à l'extérieur, de se comparer. On peut regarder pour être inspiré, c'est très différent que de vouloir copier-coller pour se rassurer. Tu vois. Et si je te dis, par exemple, que les Verseaux, on les dit parfois coupés de leurs émotions pour mieux analyser. En fait, ils analysent tout. Toi, tu as parlé effectivement d'observation. Enfin, ils sont très observateurs, les Verseaux. Mais on leur dit couper de leurs émotions. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Alors, je me reconnais bien sûr dans une très grosse partie de ma vie. C'est très certainement une partie de moi encore qui peut parfois s'éveiller, on va dire. Mais j'ai fait aussi un très gros travail sur une partie de moi qui accueille ses émotions et qui sait être émerveillé, qui sait être profondément reconnaissant, voir justement quand je suis très dérangé par quelque chose, écouter, tu sais, s'il y a une petite zone de stress ou d'anxiété, j'arrive maintenant hyper bien déjà à sentir qu'elle est là et à savoir ce que c'est. Parce que le jeu, c'est d'aller à la racine de ça pour comprendre. Parce que je pense que le corps, au final, c'est un instrument fantastique et le concept de Descartes, je pense donc je suis, il est tellement peut être très dangereux de croire qu'on est que grâce à sa pensée. Le corps, c'est un baromètre, c'est un instrument fantastique, plein de choses. De toute façon, tu es que émotion. Toute ta vie, tu ne vis que pour avoir des émotions. Apprendre à pas supprimer tout ça, à dire la question que j'adore me poser et que je pose dans le livre toujours, c'est quoi le message ? Il y a toujours un message. Quand il y a un truc qui s'éveille, il y a un message. Et quand tu décides de pas le distancer, de pas le repousser, se dire que derrière ça, il y a très certainement un super cadeau, parce qu'il y a que le mental qui va cliver et te dire c'est désagréable, c'est mal, ou c'est ci, ou c'est ça. Le truc est là. S'il est là, c'est qu'il est là pour quelque chose. Donc en fait, au moins écoute-le. Rapproche-t'en tout doucement pour voir si c'est dangereux de t'en rapprocher. Et c'est tout ce travail, tu sais, de apprendre à apprivoiser ses émotions et s'apprivoiser soi aussi pour aussi mieux se connaître. Si tu traces une ligne, tu sais, la ligne de ta vie, on va dire, et ben tu te rends compte qu'on est tous enracinés dans plein de moments. Tu sais. Et c'est tes cellules qui sont enracinées dans toute cette expérience. Et toutes ces cellules, peut-être tes cellules, elles évoluent. Il y a un codage qui a été fait. Et c'est fou à quel point des situations éveillent une situation de quand il y avait 12 ans, à 12 ans, se réveille. Ça peut être par une odeur, et ça peut être par une situation, et apprendre à aller jumper justement à cette période-là pour rassurer, par exemple, tu sais, l'enfant intérieur qui a été blessé, chahuté, heurté, peu importe, tu vois, avec beaucoup de douceur. C'est des super exercices je trouve, qui te font tellement grandir et vivre, au final. Parce que la vie, je te dis ça, j'ai 45 ans, j'ai commencé un peu, moi, à vivre à 30 ans. Avant, j'étais dans un tunnel de travail, robot et tout. J'ai travaillé dans l'hospitalité, dans la restauration. J'ai été associé dans un groupe de restauration, 15 ans. J'étais directeur général adjoint à la fin de ce groupe. J'ai eu des années fascinantes, des moments de partage avec des gens exceptionnels. Mais juste, c'était plus moi, et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. À la fin. Très dur
de pas s'écouter, de vouloir écouter mon mental parce que socialement, le poste est bien, le truc est bien, tu vois, t'existes. Et quand j'étais au bord du précipice, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Bord du précipice, c'est-à-dire dépression? Ouais, je sentais que j'étais deux doigts nerveusement, c'était comme s'il y avait un truc, une force, un truc à l'intérieur de moi qui me disait, non mais qu'est-ce que c'est plus pour toi, c'est problématique, ces sujets que j'ai aimé à un moment de ma vie, faut le dire. Et en fait, il y a que mon mental qui avait peur, refusait ça, et à un moment j'avais une dualité interne colossale. Et il fallait du coup, la méditation, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs à aller calmer ce mental. Déjà à l'époque, quand tu étais... Ouais, j'aurais jamais tenu autant. J'aurais jamais tenu autant de temps que ça. Donc même dans le tunnel, tu méditais? Ah ouais. Ok. C'est ça qui m'a fait tenir dans le tunnel. Tu sais, il y a une chose, c'est que ma définition. Une chose, déjà, elle est jamais fondamentalement bonne ou mauvaise, c'est quel usage tu en fais. Et qui l'utilise. Et la méditation, ça peut être plein de choses. Et ça peut être aussi un vrai outil de performance. C'est-à-dire que ton cerveau, quand tu le fais surchauffer, surtravailler, par exemple, j'ai jamais été un méditant je suis pas un méditant de 1 heure, 2 heures. Par contre, je faisais des flashs méditatifs de 3 minutes. J'en faisais 2-3 par jour. C'est-à-dire flash méditatif, body scan, enfin... Le vide. Oui. Ouais, vide. Ouais, c'est le vide. Ça m'est même arrivé de le faire, je suis à un feu rouge, je ferme mes yeux 20 secondes, je fais le vide, je sais que, tu vois. Et ça a été des soupapes pour moi de respiration, pour supporter l'apnée dans laquelle j'étais. Ok, parce que beaucoup de charges de boulot, parce que t'avais un masque. Ouais, parce que cette dualité dont tu parlais. Parce que t'es très sollicité, il faut prendre beaucoup de décisions, la plupart du temps très vite, et dans des business qui ne s'arrêtent quasiment pas. Où t'as du petit déjeuner, t'as du service continu le soir, et puis t'as de l'événementiel aussi, et puis il faut travailler la com, ensuite faut travailler le contrôle de gestion aussi, il faut travailler la rentabilité, faut faire les forecasts de la stratégie pour ta boîte, tu la mets où, etc. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, et je conseille aussi parfois des sociétés maintenant, c'est que tu peux être bon dans ton travail en ayant un bon état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est la spiritualité. T'es pas obligé de... Tu sais, une partie du business où parfois tu dis, ouais, pour réussir, faut être un enculé, faut être, un peu, tu vois, en fait, tu peux faire des choses avec, beaucoup de sens, mettre beaucoup de bienveillance dans ta boîte et tout. Et moi, je dis toujours qu'il faut être très juste. Et parfois, être juste, c'est être dur. Mais c'est aussi dire merci, c'est surtout dire c'est bien, c'est aussi... voilà, c'est aussi pour se rendre la vie tellement plus agréable à soi-même et autour de soi. Qu'est-ce que tu entends par spiritualité? C'est ma deuxième question. Alors, la spiritualité, c'est l'état d'esprit, c'est ton état d'esprit, c'est ton incarnation de valeur, mais surtout, maintenant pour moi, la spiritualité, elle se traduit dans les actes. C'est comment tu es, en fait. Comment tu agis. Comment tu souris. Parce que, je vais prendre un exemple bateau, ça m'est arrivé avec 1 ou 2 profs, par exemple, de yoga, qui te prônent des valeurs pendant le cours, et tu sors du cours, la prof, elle peut insulter quelqu'un qui... tu vois. Et c'est extrême, ça. S'énerver parce que quelqu'un lui coupe la route, etc. D'un coup. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand la spiritualité, elle est trop mentale et trop verbale et tout, c'est un concept. Parce que au final, le but de la spiritualité, pour moi, c'est la paix. Mais la paix, en fait, elle se décrète pas, elle se vit. Et elle se vit, est-ce que
elle se partage, donc elle s'incarne, quoi. C'est juste comment tu la donnes. Et encore une fois, c'est quand j'anime des ateliers aussi de méditation, etc. Quand tu discutes, beaucoup de personnes qui pensent que mettre un pied là-dedans, c'est mettre un pied dans la faiblesse. Je suis étonnée. Ouais, parce que je pense que ça va être trop gentil, tu sais. On va être trop gentil ou se laisser faire. La spiritualité, c'est aussi apprendre à savoir dire non pour se respecter soi. C'est mettre des limites. C'est comprendre tout ce qui t'arrive, tout ce qui te traverse, et c'est transcender. Et le mettre dans la matière, dans le quotidien, dans la pratique. Voilà, c'est vraiment en tout cas, c'est mon explication, c'est ce que moi j'essaie de faire. Alors, est-ce qu'on peut y aller un peu plus pour comprendre ce que tu entends par spiritualité, par justement savoir dire non, transcender tout ça? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est-à-dire? Dans tes cours de méditation, par exemple, qu'est-ce que tu racontes quand tu dis c'est le vivre, c'est pratique? Tu parles de patience, tu parles d'écoute de tes émotions. Alors, dans les ateliers en général, c'est déjà apprendre à faire lâcher le mental, même 2-3 secondes. C'est apprendre à éveiller l'intelligence émotionnelle, de comment je me sens. Parce que je rencontre vraiment beaucoup de gens qui gèlent un peu leurs émotions parce que il y a tellement d'obligations aujourd'hui. Si tu compares le nombre de choses, de tâches à faire qu'on avait il y a 10 ans versus aujourd'hui, il y a une multiplicité d'actions. C'est que tu te retrouves à être dans la suraction tout le temps. Ton temps libre cérébral, il est très faible. Et il y a Albert Mukherjee qui a écrit un livre, Notre cerveau ne se supporte plus, parce qu'il y a une surintensité. Tu te sursollicites toi-même. Voilà. Donc apprendre aux gens à créer un moment où je leur dis, vous allez dire à votre cerveau que là, vous n'allez pas pouvoir être dérangé. Personne va vous appeler. La porte ne va pas sonner. Vous n'allez pas être dérangé. Il n'y a pas votre fils, votre fille, votre copain, voilà. Il va rien se passer. Et il va tout se passer. Et en fait, on est toujours en vigilance. Et le fait de lâcher cette vigilance, ça fait du bien. Et ce que j'aime bien faire, c'est aussi leur donner des outils pour dire c'est déjà très bien si pendant ce moment capsule, t'as réussi à lâcher 20 secondes, 10 secondes, 5 minutes, 30 minutes, peu importe, il n'y a pas de compète en fait. Mais si t'arrives à prendre un ou deux trucs et à le mettre dans ton quotidien, c'est ça le but. C'est si t'arrives à lâcher, à te prendre un moment à toi, 5 minutes, 2 minutes, dans le métro, 20 secondes si t'arrives à, tu sais, laisser tranquille ton système nerveux, passer de parasympathique, sympathique, parasympathique, tu vois. Voilà, on va ralentir. Et dans le ralentissement d'ailleurs, même en entreprise, ça a beaucoup de vertus parce que tu ralentis pour très bien faire. Tu ne reviens pas dessus. Le nombre de choses qui sont faites un peu rapidement. T'as voulu gagner du temps, t'as pas posé la question supplémentaire qui va faire que, grâce à ça, le travail il va être encore mieux fait. Tu vois. D'apprendre à ajuster son flow. Parfois, il faut accélérer, c'est hyper important. C'est une nécessité. Mais apprendre à ralentir aussi, c'est hyper important. Donc pendant les cours, c'est surtout apprendre à souffler, parce que les gens, en général, ceux qui viennent sont hyper sous pression. Il y en a beaucoup, c'est souvent les filles qui envoient leurs mecs. Les mecs, ils viennent un peu pour faire plaisir, tu vois. Tu vois. Ouais, je suis venu parce qu'elle m'a demandé de venir. Ouais, t'inquiète pas. Le gros truc, c'est que je leur dis, alors tu sais qu'aujourd'hui, en fait, c'est la première séance, il se passe rien aujourd'hui. Ah bon? Non, il va rien se passer aujourd'hui. Ah, ok. Donc là, déjà, il a lâché.
il a lâché la perfection. C'est la volonté de perfection, c'est l'ennemi. Waouh, number one. Parce que c'est très différent de faire de son mieux. Perfection, c'est le juge qui va toujours vouloir que t'es pas parfait, que ça peut être encore mieux, etc. et tout. Alors que quand juste, tu fais de ton mieux, quand t'as fait de ton mieux, après tu lâches et tu drops. Et tu vois, et tu décides d'apprendre de, tiens, j'ai fait de mon mieux. Tiens, ça a pas mal. Ah, super, la prochaine fois, je vais faire comme ça. Ça évite d'éveiller le juge en soi, qui lui, il est terrible. Il sert à rien. Bref. Et surtout, en général, c'est des voix qui sont même pas les nôtres, qui sont des voix parentales, qui sont des voix sociétales. Exactement. Enfin bon, bref. C'est exactement ça. Cette expérience spirituelle m'a permis de lever la tête. Voir le ciel, c'est le soleil, c'est le même pour tout le monde. En fait, il m'a appris à changer ma perspective. Ce qui est ce que je voyais avant comme un problème. C'est plus du tout la même perception. C'est la même chose, hein. Mais c'est plus du tout vécu pareil. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Inestimable. C'est bizarre ce que je veux dire, c'est que j'ai plus peur, quoi. Parce que je sais que je referai autre chose sinon, tu vois. C'est une forme d'alignement et aussi beaucoup d'humilité. De me dire, d'être prudent, pas trop de certitude, tout est en mouvement tout le temps, tu vois. Donc essayer de suivre ce mouvement et de pas s'accrocher, tu vois. C'est des concepts mentaux, de non, c'est comme ça, tu vois. D'apprendre à être beaucoup à l'écoute. Des signes. Des signes de l'environnement, de tout ça. Tout change tout le temps. La Terre tourne, rien n'est figé et tout est interconnecté avec tout. Donc ça, c'est dans les éléments, dans tout, dans la vie, l'eau. Y a que l'homme qui a décidé qu'il y avait tant d'océans. Une goutte d'eau, elle a pas de limite. Hein. On a créé des territoires avec des limites, mais c'est un oiseau, ça vole où il veut. Hein. Donc, tu vois, c'est apprendre à être un peu plus à l'écoute, flexible. Par exemple, c'est marrant et on peut le dire aux auditeurs, c'est-à-dire que je me suis fait agresser juste avant que tu arrives. Enfin, agresser, pas physiquement, mais verbalement, par un livreur. Si toi, quelque chose comme ça arrive, c'est-à-dire que tu te fais agresser, tu te fais insulter, et le mec te fonce dessus. Quand tu parles de ta spiritualité, elle va te permettre, face à l'agressivité, par exemple. Alors, c'est assez... Ce qui est assez fou, c'est que plus j'avance, je ne reçois plus d'agressivité. Ouais. Donc tu penses que c'est moi qui suis à l'origine, mais c'est pas grave, je peux tout entendre. Non, mais c'est que déjà, homme-femme, c'est très différent. Très différent. Parce que, tu vois, c'est pas toi le sujet, forcément. C'est la perception de l'autre qui, lui, a perçu quelque chose et il t'a renvoyé quelque chose. Voilà. Maintenant, après, je te donne un exemple, j'étais à la campagne pour un rendez-vous la semaine dernière avec un copain, et il y a un entrepreneur qui vient pour travailler sur un projet, le monsieur arrive, etc. C'est mon pote qui l'accueille, il vient me voir, mon pote il me dit « Oh, putain, il est dur le mec, il est pas sympa. Hein. Oh. » Je dis « Ah bon ?» Et donc j'arrive, tout sourire, je lui serre la main, je lui dis « Est-ce que vous voulez un café, de l'eau, etc. » Et je lui donne, en fait. Je lui donne, moi je suis souriant. Et en 10 minutes, il a changé de visage. Il souriait, il m'a tutoyé. Et je lui ai dit, mais en fait, il est très sympa. Parce qu'au final, tout le monde veut qu'on soit sympa avec l'autre. C'est que si on veut que les armes soient baissées, il faut déjà nous les baisser. Et que moi, j'ai rien à voler. J'ai pas de monde, j'ai rien. Le mec, qu'est-ce qu'il va me faire? Il est énervé, il va me... Donc en fait, je vis un peu désarmé. Déjà.
je vis énergétiquement désarmé maintenant. Mm. Ce qui a été un vrai travail aussi. On a beaucoup entendu parler de ce livre, Les 4 accords Toltec. Ne prends pas les choses personnellement. Mais on s'en fout de l'accord verbal, de connaître comment tu le mets dans ta vie. Et que quand tu comprends que c'est pas contre toi, parce que la personne, elle est inévitablement heurtée, blessée, elle prend les choses, elle, personnellement. Mais si nous, on le prend aussi personnellement, on n'a pas fini. Donc quand encore une fois, attention, c'est que, il faut le dire, c'est pas facile à faire. Vraiment, c'est pas facile à faire. Faut s'observer, faut parfois se mettre à respirer, mais au fur et à mesure, petit à petit, on reprogramme plein de choses en soi. Et on se rend même pas compte de tout quand on fait ce travail parce que c'est de la micro-reprogrammation. Mais quand tu bosses sur toi, je te dis n'importe quoi, pendant 1 an, par exemple, et que tu vois une situation et tu dis, attends, il y a 1 an, j'aurais réagi comment face à ça? Bah, tu vas t'apercevoir, en tout cas dans mon histoire, que je peux être inquiet aujourd'hui. Mais je vais être inquiet 30 secondes. Avant, j'étais inquiet des jours. Voilà. Et après, j'étais inquiet des heures. Puis ensuite, tu vois, en fait, j'ai grignoté ces parts d'inquiétude parce que ton cerveau, il peut faire qu'une chose à la fois. Il peut faire A, B, A, B, A, B, A, B, voilà. Mais il fait une chose à la fois. Donc si tu décides de pratiquer la confiance, encore une fois, quand tu fais de ton mieux pour résoudre ce truc, t'as fait de ton mieux. Voilà. Après, tu peux que laisser voir, ok, on verra. Puis est-ce que c'est vraiment grave? Et il y a des choses très graves. Et il y a des choses... Est-ce que je peux dire que c'est normal d'être très inquiet, etc. Peut-être. Tu vois, mais en tout cas, tout est perspective. Mais le plus difficile, je trouve, c'est de prendre la responsabilité que cette perspective, elle nous incombe. Parce qu'on veut toujours on veut très souvent dropper sur l'autre. Ouais, mais parce que, attends, il m'a dit ça, ou parce que, tu vois, parce que truc. On veut toujours se trouver une excuse. Et il s'agit surtout pas de se flageller. Se dire, ah, je suis coupable. Non, pas de coupable. Mais juste, on prend ce qui nous appartient. Parfois, c'est juste 2% qui nous appartient. Parfois, c'est 80%. De se dire, tu vois, avec beaucoup de bienveillance. Et bon, ça, quand même, ça, je peux un peu le travailler, quoi. Tu vois. C'est pas... le but de tout ça, c'est aimer la vie, profiter, tu vois. C'est pas un travail, c'est pas quelque chose de... C'est pas une contrainte, c'est une exploration, c'est une aventure que je trouve humaine, fascinante. L'aventure humaine, c'est fascinant. Vraiment, c'est fascinant. Qu'est-ce que tu trouves fascinant? L'inattendu. Ouais. L'inattendu, c'est... Tu vois, j'aime bien dire qu'il faut être prêt. Parce que quand t'es prêt à tout, ça veut dire que t'as pas trop fait de scénario. Mais tu t'organises pour que... J'adore m'organiser. Mais je suis prêt à ce que tout se désorganise. Quand t'es prêt, déjà, tu vas pas te plaindre. T'es prêt. Et c'est aussi une posture d'humilité. Qu'est-ce que je sais? Je sais pas du tout. La traversée, qui tu vas rencontrer, qu'est-ce que t'as prévu, que ton rendez-vous il s'annule. T'es prêt à tout. Donc t'es prêt à tout. Voilà. La vie, je trouve que c'est l'inattendu. C'est fou. Pour revenir à la spiritualité, donc il y a cet état méditatif de vide. Il y a, t'as l'air d'avoir lu énormément de bouquins, vu que t'en écris. Ouais, je fais une petite parenthèse. C'est un vide qui est très rempli quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un vide. La première fois où j'ai ressenti l'état de méditation, ça m'a beaucoup rassuré.
parce que j'ai trouvé que ce vide, il était quand même très rempli. Tu vois, c'est pas un vide terrifiant, c'est ce que je veux dire. C'est un plein émotionnel, un vide cérébral. C'est un apaisement cérébral de ouais, et encore une fois sur la médite, il y a un truc que je dis toujours, moi, quand on m'a dit que méditer c'était faire le vide, c'était ne penser à rien. Le premier truc que j'ai dit, c'est penser à rien, c'est pas possible. Je dis ça. Hein. Tout comme quand on me disait non mais écoute ton cœur, je dis mais c'est quoi ces conneries quoi. Non mais qu'est-ce qu'ils me disent ceux-là, écoute ton cœur, non mais celui-là il est perché et tout. Donc, tu vois, c'était et ce vide, tu vois, c'est cette croyance, tu vois, de me dire non mais penser à rien, c'est pas possible. Et quand j'ai vécu ce moment ça a duré une fraction de seconde, parce que j'ai commencé à me dire waouh, attends, c'est quoi ce truc? Donc du coup, je me suis mis à penser c'est quoi ce truc, et j'ai voulu le récupérer. Quand j'ai voulu le récupérer, j'ai pas retrouvé. C'est bon, j'étais dans l'attente. Et j'ai mis des semaines à le retrouver. Mais t'as réussi. Parce que j'ai compris ce que c'était. Et encore une fois, quand j'ai commencé à toucher à ça il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas tous les podcasts aujourd'hui qui t'expliquent. Le lâcher prise, c'était pas dans le daily comme on peut voir avec les réseaux sociaux. On pouvait t'expliquer plein de choses. Ça me fait rire dans la même phrase, lâcher prise réseaux sociaux. Encore une fois, tu vois, tout peut être. Il y a des polarités, mais pas de dualité. C'est A et B là pour le coup. Ouais, ouais, exactement. C'est A et B. Tout dépend ce que tu vas chercher. Et tu vois, la spiritualité, c'est apprendre à ouvrir les yeux. En fait. Apprendre à, tu vois, la spiritualité, pour moi, un énorme terrain de spiritualité, c'est Paris. Parce que j'ai fait des retraites dans ma vie, j'ai fait des expériences, et je me dis, ça commence quand j'arrive à Paris. Parce que tu t'en fous des spirituels en haut d'une montagne, c'est facile, en fait. Quand t'es dans un temple à Bali, quand j'y allais, ah oui, tu vas à Tirta Empul le matin, la brume se lève et compagnie. On est 5, on médite, t'as un truc et tout, c'est fou. Bah t'es bien, bah oui, t'es bien, heureusement. Maintenant, cet état-là, comment l'avoir à Paris? C'est ça la question. C'est le but, comment être en paix quand autour de toi, il y a ce brouhaha. C'est là que ça commence. C'est comment je développe des outils, c'est tout le sujet dans ce livre, je veux aider les gens à développer des outils pour dire comment je fais quand ça tremble, en fait. Pas quand je suis au bout d'une semaine sur la plage, etc., et que ça va là. C'est apprendre à être, entre guillemets, bien partout. Voilà. Et dans n'importe quelle situation. Enfin, sauf si c'est vraiment grave, tu disais, il y a des situations qui sont... Enfin, voilà, c'est apprendre à se réguler plus vite. Voilà. Parce que... Mais parfois j'ai énervé, j'ai une colère qui monte. Sauf que ça va pas se traduire par une action de colère. Je me dis, ouh là là, c'est quoi là? Ah là, putain, lui m'a énervé là, pourquoi? Pourquoi c'est un miroir pour moi? Inévitablement, c'est un professeur pour moi. Il éveille un truc que j'ai en moi. Donc, j'essaie de mettre de la perspective tout de suite dans la chose. Mais des rencontres, il y en a... Ah ouais, il y en a tellement... Il y a des rencontres, ouais, de tout, quoi. Il y a des électrochocs, de fou, quoi. Je me souviens un jour, en Thaïlande, j'étais en train de marcher, j'étais en train de chercher un bracelet. Et donc j'ai ce pote qui m'avait dit, mais tu verras, dans la rue principale, tu vas... Après cette boutique, après le virage, etc., tu vas voir. Okay, je cherche, je trouve pas la boutique et tout, je suis énervé. Et tout. Je dis, pourquoi c'est pas là, je trouve pas, et tout. Et là, je vois sur le côté, je vois un monsieur. Il a à peine, je sais même pas comment décrire, pas de bras, pas de jambes et tout. Oh,
Je me mets sur le côté, je le regarde. Mais il avait un sourire. Je me dis, non mais... Là, il fait du cinéma, c'est pas possible. Tu vois, je t'en parle, ça me touche encore, tu vois. C'est pas possible. Et en fait, je l'observe. Je reste 15 minutes à l'observer. Et au bout de 15 minutes, il y a des copains à lui qui arrivent et tout, qui le prennent. Ils le mettent derrière une moto, ils rigolent avec eux, etc. Avec lui et tout. Et je me suis dit, mais toi, t'es là. T'as 2 bras, 2 jambes. T'es vénère parce que tu trouves pas un bracelet. Mais mon gars, faut changer ta vie. Ah, faut changer un truc, là, parce que c'est... Et j'ai pris ce jour-là une tarte phénoménale à me dire, waouh. J'étais directeur d'un restaurant, j'étais content, j'avais une Rolex, j'avais un truc et tout. Ta vie, elle est pourrie. Faut changer. Faut comprendre, faut mettre du sens et tout. Et là, je me suis dit, waouh. Et comment t'as fait, du coup? Parce que je comprends tellement ce que tu dis, enfin, et c'est hyper beau, cette illumination, quoi. Enfin, comment on fait, quoi? Alors, le premier livre, moi, qui m'a électrocuté, c'est L'Art du bonheur du Dalai Lama. Le premier. Le deuxième, j'ai pas accroché. Mais le premier, waouh. Et j'ai adoré parce qu'il dit, non mais soyez pas bouddhiste, en fait. Soyez pas bouddhiste, mais juste trouvez votre spiritualité. Il devrait y avoir 7 milliards de religions, en fait. Et j'ai trouvé ça fascinant, le fait qu'il n'y ait pas de promotion. Tu vois, il te laisse que des options. Vas-y. Et il conseillait une chose qui a vraiment changé ma vie. Il conseille, il te dit, dès que tu as une phrase inspirante, que tu entends, que tu lis, tu la prends, tu la notes sur un cahier, sur ton téléphone, dans tes notes. Et quand tu te réveilles, le matin, tu commences pendant 5 minutes, tu lis ça. Et tu vas voir que ça met, en fait, ta journée dans un axe. Il y a un autre exercice aussi, que j'appelle moi l'exercice du baromètre. Parce que quand ça va pas, tu te dis, tiens, sur une échelle de 0 à 10, comment je me sens? 0, pas du tout, 10, au top. Je vais dire, ah, je me sens pas au top, je me sens à 3 sur 10. Tu lis ces phrases, pendant 5 minutes montrant, même en boucle, t'as fini, tu les relis. Tu te reposes la question, 5 minutes après, comment je me sens? Tu vois que tu vas être passé à 6 ou 7 sur 10. Pourquoi? Parce que le cerveau, en fait, il récolte ce sur quoi tu poses ton attention. Et à chaque fois que tu as une pensée, il y a des hormones ou des toxines qui sont sécrétées. Donc quand tu lui donnes pendant une certaine durée, parce qu'il peut faire qu'une chose à la fois, t'es concentré sur ces phrases, t'as changé ta perspective. Et c'est pour ça que je parle du principe de responsabilité. Parce que quand tu prends la responsabilité, que tu peux aller axer autre chose, inévitablement, c'est cause-conséquence, tu récoltes autre chose. C'est intéressant. Et donc ce livre, ça a été le début de me poser la question, mais qu'est-ce que je veux récolter au final dans ma vie? Comment je veux être? Parce qu'à un moment, quand j'ai coché toutes les cases ce que le système m'a vendu, quand t'as un bon job, que t'as ci, que t'as acheté ton appart, que toi, ta Rolex, tu vas être heureux, et que je me suis dit, ma vie, elle est naze. Je me suis dit, là, il faut changer les choses, parce que c'est bien, tu bosses pour le week-end, hein, puis ensuite, tu pars en vacances, mais tout ça, pourquoi tout ça? Ça me plaît pas. Ça me plaît pas.
Et donc, est-ce que tu peux raconter un petit peu ce chemin de vie au moment où tu te rencontres, t'es en Thaïlande, tu te rends compte en Thaïlande que bon, ça va pas. Donc tu lis ce livre, tu quittes ton job. Non, je quitte pas mon job. Je quitte pas mon job, je commence à tout doucement essayer de pratiquer d'autres choses. Je fais du yoga aussi, j'en fais toujours d'ailleurs. Je commence à apprendre, quoi. Je commence ce que je vais appeler mon enseignement. Voilà, je commence à me découvrir, et j'essaie aussi quand je manageais à l'époque, j'étais pas gentil, quoi. Je manageais un peu, je gérais mal mes émotions, je vais dire, manager peut-être un peu dur, quoi. Et j'ai commencé à changer, vraiment, et à voir les résultats de ce que je semais, en fait. Le fait d'être désarmé, tu parlais d'être désarmé, en fait, du coup, tout se désarme, quoi. Alors, j'ai pas été désarmé tout de suite, hein. Ouais. Faut comprendre que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ce temps, il dépend beaucoup aussi de l'intensité de ta pratique. De l'intensité de ta pratique, de qui tu t'entoures, de plein de trucs. C'est que quand tu commences dans ce chemin, ça a été le cas, mais pour beaucoup d'amis aussi, il y a des transformations aussi autour de toi. C'est-à-dire que tu partages autre chose avec des gens, il y a des gens avec qui tu étais ami, tu vas moins connecter, tu vas rencontrer d'autres aussi. Voilà. Inévitablement, ton système à toi, il va aussi se transformer comme t'évolues. Pour ma part, 100% pour le mieux. Bien sûr. Voilà. Et ça veut pas dire qu'il y a des gens que... Je pense pas m'être séparé de gens, mais des gens juste que je vois beaucoup moins. Je suis voir une fois ou deux par an. C'est, tu vois, quoi, la évolution, transformation, pas à pas. Et c'est... ce que je rencontre beaucoup dans la méditation, c'est... beaucoup de gens me disent « Ah, moi j'ai essayé, j'arrive pas. » Ok. Combien de fois t'as essayé? Ah, 2 fois. Ok. Jusque-là, c'est normal. Parce qu'il y a presque une fausse promesse de... Tu sais, quand tu vas jouer au tennis, t'as tapé dans la balle, t'as quand même joué au tennis. Mais quand t'expliques aux gens qu'en fait, il va rien se passer. Ils vont pas... Le but, c'est pas aujourd'hui de savoir méditer ou d'apprendre à méditer. Et c'est pas mal si tu ne sais pas méditer, parce que ce n'est pas possible. Ton cerveau, il a fonctionné à un rythme, à un niveau élevé pendant des années. On va pas le déshabituer comme ça. C'est juste qu'on va apprendre à ton cerveau à certains moments à vraiment se reposer pour son bien. Et que ça va en faire un outil pour toi de ce que tu voudras en faire. Chacun est libre de la définition. Religieux pour les bouddhistes, outil de performance, d'extase, t'as mille trucs. Il y a vraiment, chacun même aura son interprétation. Mais c'est ce que tu disais, en fait, il devrait y avoir 7000 religions. C'est un peu la même chose, 7000 états d'extase. C'est le Dalai Lama. Oui, pardon. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi quelqu'un d'éveillé? Quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui a une vision large et aussi peut-être incertaine. C'est-à-dire que je trouve que la certitude, ça enferme. Donc quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à... qui en veille. Aussi, curieux, qui s'intéresse, et qui est aussi peut-être en accord avec les règles fondamentales de la vie et de l'univers. Quelles sont ces règles fondamentales? Que tout est en mouvement tout le temps, que tout est cause-conséquence, que tout est transformation aussi. Il y a sûrement d'autres, mais comme... T'es superstitieux, toi? Qu'est-ce que t'appelles superstitieux? C'est ma question. Qu'est-ce que t'appelles superstition, toi? Je pense que ça rassure une partie des gens d'être sur des rails. Et il
il y a une forme aussi peut-être de loyauté envers peut-être les ancêtres et les croyances. Une forme de transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi? Le tarot, c'est presque dire science énergétique. C'est marrant que tu parles de science. Est-ce que tu peux développer? Je pense qu'un physicien quantique, il expliquerait mieux que moi. Mais considérant qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a une énergie, il y a une lecture. Et le tarot, c'est un moyen de lire. Et encore une fois, je crois pas au mal, c'est-à-dire, tu sais, pour moi, il n'y a pas de mauvaise carte, il n'y a que des options à transcender. Tu vois, à dire, tiens, il y a un avertissement potentiel, ça peut arriver si tu t'es peut-être pas, il y a un avertissement. Attention à ça, peut-être, tu vois, si... Est-ce que toi, tu t'es déjà fait tirer les cartes par quelqu'un d'autre? Et est-ce que tu as des jeux, des decks chez toi? Je me suis déjà fait tirer les cartes, effectivement. Ça me revient il y a très longtemps. C'était intéressant. Et ensuite, que avec le tarot ou avec d'autres jeux? Ouais. Ma question d'origine, c'est le tarot. C'était il y a tellement longtemps que, de mémoire, il y avait un autre jeu, je crois aussi, peut-être. Un oracle? Ouais, peut-être. Ouais, effectivement. C'est vague parce que c'était vraiment il y a... C'était à l'étranger? Non, c'était en France. Il y a genre 20 ans, quoi. Ok. Et sinon, même moi, parfois, j'ai des jeux à la maison. Je peux tirer une carte pour me dire, tiens, de quoi j'ai besoin. Voilà. Quand je veux avoir une confirmation sur quelque chose, voilà. Alors, je le fais pas souvent. Je le fais, on va dire, 3 fois par an. Et t'as les 78 cartes ou t'as seulement les cartes majeures? Non, c'est pas du tarot. Je le fais pas avec le tarot. D'accord. T'as un oracle genre Béline ou... Ouais, voilà, c'est d'autres oracles. Ok. J'ai des amis qui sont allés voir des voyants ou des thérapeutes ou des choses où ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils ont dit tellement précis à des amis sur leur vie ou peut-être à un moment. Faut faire preuve d'acceptation, de se dire mon cerveau il a beau ne pas comprendre pourquoi et c'est pas grave. Comment de pourquoi, c'est pas grave. C'est là. Qu'il y a quelque chose de plus grand, d'inexplicable, peu importe. Mais bien. Ne bouge pas. Juste là-dessus, alors j'ai plein de questions. Est-ce que déjà tu crois à la notion de destin? Ça, c'est important de dire que j'avais pas les questions déjà. Oui. T'es le seul du podcast. Parce que je trouvais ça intéressant d'y aller à froid. Je me suis pas beaucoup de fois même posé la question à moi-même pour avoir la réponse sur ça. Je pense qu'il y a, on a plein d'options dans la vie. On a des prédispositions fortes. Et je vais comparer ça avec un arbre. C'est qu'en fait, tu sors du tronc et t'as plein de branches. Et tu prends la branche de droite, il y a une bifurcation à gauche, et toute ta vie, il y a plein de choix qui sont mis devant toi. Et parfois, il y a ton instinct qui va te guider, ou la raison qui va te guider, et puis je pense pas que tout soit profondément écrit. Moi, je crois dans le choix. Et je crois que parfois, on veut pas, par peur, on n'écoute pas son instinct. Mais je crois pas que si je me dis ah bah le destin c'est le destin, je reste à la maison. Et maintenant, le destin de dire, je pense qu'on a tous des vraies facultés intrinsèques, différentielles, qu'il faut apprendre à travailler pour les mettre au service des autres. Ça peut être la compta, d'autres c'est le dessin, d'autres c'est... peu importe. Mais on est tous... Parce que quand tu vois la répartition du travail dans le monde, de tout ça, là, des aptitudes, il y a une forme de...
c'est du génie, c'est de la magie, cette diversité. Cet équilibre, tu vois, qui est donné et distribué. Et je pense que la vie te donne cette option un peu magique, cette qualité un peu et que c'est à toi d'aller un peu... Parce que dans la forme de destin, c'est de dire... C'est comme ça que je l'ai pas mal entendu, genre... Ah, c'est le destin, de toute façon, tu peux rien y faire. T'as pas de chance, c'est le destin, tu peux rien y faire. Non, moi j'ai vois tellement hâte de le découvrir et je suis mais c'est vrai que je sais que je suis le monde et que l'ego enfin est une perception mais qu'en fait il n'y a pas de par exemple je suis la dualité n'est qu'une perception. Donc je pense que Juliette elle a quelque chose à faire. Tu vois ce que je veux dire et qu'elle a un destin dans ce monde. Si tu Ouais, bien sûr, oui. Tu vois la différence. Mais alors tu as la possibilité de révéler. Voilà. Là, tu as la possibilité de révéler. Okay. Mais si tu décides aussi d'actionner, de mettre une énergie dans ce sens. Ouais, donc toi, tu mets vraiment l'accent sur la responsabilité et on est le créateur de notre propre vie. On est responsable, tu parles de responsabilité tout à l'heure. On va aller sur la vie après la mort. Où est-ce qu'on va quand on meurt pour toi? Je sais pas encore. Je sais pas si je saurai un jour d'ailleurs. Je sais pas. J'ai pas eu assez de rencontres, de lectures ou d'expériences. On va dire pour juste de ce que j'observe, c'est que tout est toujours transformation. Et donc, j'ai juste du mal à croire que toute cette magie qui est partout, quand tu as du bois, une graine, ça pousse, ça devient un arbre, ça tombe au sol, c'est régénéré, ou ça brûle, c'est les cendres, il y a une perpétuelle régénération, etc. et tout, qui est, voilà, je pense que il y aura une transformation X ou Y, il y aura, voilà, c'est parce que c'est ce que j'observe et c'est ce que les scientifiques voient aussi. Donc te dire ce qu'il y a, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose de beau. Est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un de proche? Ouais. Et il y a eu de la communication après le décès? Non, il n'y a pas eu de communication. Ça dépend ce que tu appelles communication, mais je pense que c'est ma mère, hein, je pense à elle. J'ai des moments où je vais plus être connecté dans certains lieux, mais j'ai pas de communication, non. D'accord, donc les fantômes, t'en as jamais vu? Non. Ok. Non, je suis pas quelqu'un qui a cette grille de lecture. Tu vois, je sais pas, c'est pas... Non. S'il y a de la magie dans la vie, où est-elle? Partout. Cette phrase qui dit la beauté est dans les yeux de celui qui la regarde, c'est... Quand tu vois ce que c'est que la vie, tu vas en forêt, tu regardes un brin d'herbe, tout, c'est fou, quoi. Je trouve que la plus grande maladie, c'est le manque d'émerveillement. Ouais, c'est par période. Moi, enfin, t'as des moments de ta vie où moi j'ai eu une vraie dépression qui a duré, mais ça disparaît. Tu parles de dépression, et même si à l'époque j'avais pas toutes les armes que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que j'étais en résistance et que je voulais pas voir, et qu'au final, ce que mon corps m'envoyait et là où j'ai failli aller, c'était une mesure de sécurité, de sauvegarde. Parce que comme je voulais pas, je m'abusais moi-même. J'étais en abus de moi-même. Et que, à un moment, un signe t'écoute pas, 2 signes, 3 signes t'écoute pas, on durcit j'avais des signes de plus en plus violents. Mais je voulais pas écouter. Enfin, mon mental, il voulait pas. Et quand j'ai senti que j'étais à 2 doigts d'être mis à l'arrêt, je me dis, j'ai l'impression qu'on va débrancher la prise, là. Faut faire un truc. Et j'ai eu une expérience, qu'on peut appeler spirituelle ou pas, avec du son, où je me suis vu, en fait, mon cerveau a transformé l'expérience sonore
en images. Et je me suis vu dans une pièce où je me battais contre quelqu'un. Avec une épée. Oh, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Mais je veux pas ça. Non, mais, et je me disais, non, mais dans ce truc, non, mais c'est quoi? Je veux pas ce truc et tout. Et bref, et je livre un combat très dur. Et je sors de cette expérience, je fais waouh. Et le lendemain, je me réveille. Je me rends compte, je tilte, qu'en fait, je me suis battu contre ma dualité. Et ma dualité, c'était moi dans ma vie d'avant. Et que j'ai tué cette dualité. Et cette dualité, c'était la peur de manquer. J'avais peur de manquer, qu'est-ce que j'allais faire si je quittais mon job, et si je partais, et si... J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon associé d'époque, je suis allé le voir, et en gros, je lui ai dit « Merci pour tout, c'est terminé. » Sans peur. J'avais été voir une avocate qui m'avait conseillé, etc. Elle m'a dit « Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. » Je l'ai appelé, je lui ai dit « Merci pour tous les conseils. Envoyez-moi la note, je vais faire l'inverse. » Je dis « Pardon ?» Je lui ai dit « Merci beaucoup, parce que ça m'a donné une base. Je vais faire l'opposé. Je vais y aller avec le cœur. » Ah, je suis ouais. Mais au moins je suis aligné. Au moins je vais pas regretter. Et tout s'est mieux passé que tout ce que j'avais imaginé. La leçon, elle est là. Est-ce que tu crois en Dieu? Je vais te dire, qu'est-ce que tu appelles Dieu, mais voilà, mais c'est... Je crois... Je crois, par exemple... Je crois en Bouddha, je crois en Jésus. En tant que prophète, ils ont compris des choses. L'énergie, voilà. Je crois pas qu'il y a un Dieu avec qui tu parles. Mais je pense qu'il y a une énergie, inévitablement, qui fait tourner ce monde. Et la règle des forces, de tout ce que tu veux, voilà, quelque chose... les Indiens disent que c'est le grand esprit. Et voilà, il y a inévitablement quelque chose, parce que quand je vois toute cette magie, etc., aujourd'hui, ce que je trouve d'ailleurs intéressant, c'est que la physique quantique commence à expliquer quelque chose que les sagesses ancestrales expliquaient ou disaient. J'ai été voir des Indiens en Colombie, 3 ans, les Kogis, et dans la hutte de sagesse qu'ils ont, il y a un des hommes qui m'a dit « Tu peux revenir ici quand tu veux. Parce qu'il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. » Et c'est un peu ce que la physique quantique explique aujourd'hui. C'est que Einstein, la théorie de la relativité, le temps il est relatif. Et en fait, tu peux... Effectivement, et je me dis, c'est ce qu'il me dit, c'est fou ce qu'il me dit là. Et en lisant des choses sur la physique quantique, c'est pour ça que cette période, elle est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation, en fait, entre ça. Mais aujourd'hui, on te l'explique d'un point de vue mécaniquement, ce qui se passe. Donc Dieu, voilà, donc, bah oui, l'énergie, tout ça, oui. Moi, je suis né catho, hein. On m'a mis dans une église, et j'ai été hyper catho. Et à un moment, on a déménagé, j'ai arrêté d'aller à l'église parce qu'il n'y avait plus d'église à côté et tout. Et mes parents me mettaient à l'église, mais eux n'allaient pas à l'église, c'est marrant. Parce que ma grand-mère était très croyante. Et un jour, je retourne à l'église et j'entends que le prêtre dit « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Et là, je me dis, mais de où Dieu il veut le règne, la puissance et la gloire? Dieu, il est Dieu déjà. Et il y a plein de trucs qui m'ont dérangé, j'ai dit, je ne veux plus aller à l'église. Ok. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Aux petits hommes verts, non. Mais de dire, il y a des milliards de systèmes comme les nôtres. Penser qu'il n'y a pas autre chose, déjà, qu'est-ce que c'est? La vie
extraterrestre, donc la vie au-delà de la Terre, j'y crois. Ne serait-ce qu'en termes de probabilité, c'est extrêmement faible pour que ça n'existe pas, étant donné le nombre de métaverse. Voilà. Oui. Voilà. Maintenant, il y a aussi peut-être d'autres formes de vie qu'on n'a pas été capable d'identifier comme étant des formes de vie qui existent. Moi, ça, j'y crois. Magnifique. Ok. Et juste, est-ce qu'on peut parler de rêves? Tu parlais de ce rêve justement où tu te battais avec une épée. Alors, c'est quoi les rêves? Est-ce qu'ils nous permettent d'aller dans d'autres dimensions? C'est quoi les rêves pour toi? J'allais dire, je sais pas. Mais je pense que c'est un état de conscience différent. Voilà. Révélateur, je pense, de projection, de choses enfouies, de peur, je trouve ça très intéressant d'aller les observer, les écouter, les comprendre. C'est comme un peu, tu sais, quand on te dit quelque chose, tu vis un truc, il y a ta première pensée qui arrive. Elle t'appartient pas, ta première pensée. C'est pas ton conscient qui l'a... Elle sort de toi, de ton inconscient, c'est une évidence. Ça. Et donc cette première pensée, c'est un truc qui est enraciné en toi. Donc c'est intéressant d'aller là... C'est un peu comme les rêves. Tu vois. C'est une émergence. Alors, on va venir à un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est les substances. Est-ce que tu as déjà pris des substances et qu'est-ce que tu voudrais dire à ce sujet-là? La première chose que je dirais sur ça, c'est prudence. Vraiment. Moi, j'ai eu une expérience en Colombie, justement, où j'ai fait la médecine des champignons, qui a été déjà très préparée. Et je pense que c'est hyper important de comprendre ma définition. J'ai beaucoup lu sur ça après avoir fait ce voyage, parce que ça m'a tellement choqué ce qui m'est arrivé, en fait, positivement. J'ai voulu comprendre. J'ai lu des bouquins, j'ai regardé centre aux États-Unis, John Hopkins, etc., qui étudie neurosciences centre de neurosciences au monde. Il y a tout un étage sur les psychédéliques et sur les champignons, notamment. Bref. Et donc j'ai un ami qui était plus du tout avec sa femme, etc. Et elle était colombienne, et la sœur de cette femme avait fait une retraite avec une personne, et ça a changé sa vie. Elle était revenue très transformée, et il m'a dit, écoute, je vais aller le faire, parce que je pense que ça peut m'aider. Il dit, est-ce que tu veux venir? J'ai dit, vas-y, ok, on y va. Donc, et il nous met en contact avec cette personne, qui... alors, je fais très attention, moi, toujours au mot chaman, parce que je trouve ça utilisé, très utilisé, et de la même façon dont on parlait tout à l'heure des médiums ou des médecins, etc. Faut être très prudent. Faut être très prudent, parce qu'il y a des gens bien et des gens pas bien partout. Donc, ce que j'ai aimé en l'occurrence, c'est que cette personne, avant qu'on décide de prendre nos billets, nous a dit, ne prenez pas vos billets. J'ai besoin d'abord de discuter avec vous. Et elle m'a appelé, elle m'a posé 30 questions. Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que tes parents prennent des médicaments? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui souffrent de troubles mentaux, ok, anxiété, etc. Ton parcours de vie, genre boum, boum, boum. C'était hyper... Donc j'ai aimé déjà cette précaution. Et à la fin, elle me dit, maintenant, elle me dit, pourquoi tu veux venir? Parce qu'on vient pas pour le fun. On vient pas pour... Pourquoi tu veux venir? J'ai aimé cette précaution. Donc j'y suis allé. Mais j'ai des histoires où des gens sont à Amsterdam et qui vont dans un endroit, qui prennent des champignons, ils font n'importe quoi, et ça peut pas bien se passer quand tu fais ce genre de choses comme ça. Faut être très prudent avec ce genre de choses. Et d'ailleurs, et ce qui est important aussi de dire, c'est que j'en fais pas la promotion du tout, là. Je partage juste mon expérience. Et bref, donc,
on a pris cet avion, et on est allé là-bas, et elle nous a préparé avant pendant 2 jours. Déjà avant, elle nous avait demandé d'arrêter de manger de la viande, de faire des choses, plus de sucre, etc. Pas d'alcool, pas de sel, Ouais, ça pas de sexe. Non, ça, elle avait pas demandé. Tout dépend du type de médecine que tu fais. Ça, en général, c'est plus. Il y en a d'autres qui te demandent ça, mais pour les champignons, elle n'a pas été jusque-là, en tout cas. Ça a préparé pendant 2 jours, et puis l'après-midi, on a pris ça, et moi, j'ai eu 6 heures d'expérience où j'ai revécu. Genre, ma vie, je me suis revu dans le ventre de ma mère. Au début, j'étais allongé, et j'attends pendant 30 minutes, genre, je sens rien. Et au bout de 45 minutes, j'ai senti comme un peu comme des racines, quelque chose qui chantait qu'il y a quelque chose qui arrivait en moi. Et là, je me suis vu dans le ventre de ma mère, et j'ai senti ce que j'avais pris d'elle et ce que je n'avais pas pris d'elle, qui venait de ses parents, et aussi de mon père. Tu vois. C'était fou, et pendant plusieurs heures, j'ai eu la sensation que je revivais ma naissance, etc. Et j'étais sur un chemin, je marchais. Et chaque expérience de vie douloureuse, la médecine me l'a transformée en me disant « Non, regarde, c'est pas problématique regarde ce que tu as vécu. C'est un cadeau parce que grâce à ça, vois ça comme ça. » Je me suis incroyable. Et je me suis arrêté, je sais pas combien de prises de conscience j'ai eu. Complètement fou. Donc c'était quand même très conscient, t'étais quand même avec ton cerveau mais t'es hyper analytique. En fait, t'es à la fois dans tu vis la chose, et il y a une partie de toi qui voit la chose. Tu vis et tu vois. T'es hyper conscient, et c'est... je pense que c'est ce qui me faisait peur aussi le plus, c'est t'as peur de ce mot lâcher prise. Tu crois que tu vas faire n'importe quoi. Il y a ton mental qui projette ça. Hein. C'est déjà, t'es hyper encadré parce que la personne, elle est à côté de toi. Puis il y a des règles très strictes. On se balade pas, on va pas, il y avait la mer pas loin, on va pas se baigner, on est là, on reste dans ce cercle. Voilà. Si vous voulez aller aux toilettes, je vous amène aux toilettes, et c'est tout, tu vois. C'est hyper encadré. Et en fait, j'ai compris un truc de fou, c'est que cette médecine, elle m'a montré la façon dont mes parents m'avaient aimé. Mais moi, j'avais pas compris leur façon. Et je prenais plein de choses pour du reproche, alors que c'était leur façon à eux de me témoigner de l'amour. Et ça, mais quand tu comprends que tu passes, t'es des heures allongées, tu comprends, tu prends ça, oh! J'ai compris, c'est au-delà de comprendre. C'est que tes cellules, elles sont, quand j'ai retiré le bandeau sur les yeux, je me suis dit, mais comment tout le monde fait passer une fois dans sa vie, en fait? Parce que ça m'a fait gagner un temps. Ça a contribué à mettre de la paix en moi. Tu vois, à voir des choses que j'avais oubliées. Des choses que j'avais enfouies, que je voulais pas voir, et qui ressortent. Et quand ça ressort, tu fais, ah merde, putain. Et en fait, tu fais, cette médecine, elle te montre, là, tout à l'heure, je disais, la dualité, c'est une polarité. Elle te montre l'autre côté. Voilà. Et dans la vie, tu peux toujours apprendre à regarder l'autre côté. Puis elle ouvre les yeux. Enfin, je veux dire, tu prends... Encore une fois, j'en fais pas la promotion, mais je parle même pas d'ayahuasca ou LSD, par exemple. Tu te rends compte que les arbres sont vivants. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, et tu te rends compte que une chaise, évidemment qu'elle est traversée par de l'énergie, évidemment. Alors, avant, on disait, je vais pas aller jusqu'à parler des eaux un peu bizarres dans Paris. On va prendre un animal, par exemple. Tu vois, mais on met un homard. Moi, je me souviens mon oncle, par exemple, quand j'étais petite, qui mettait un homard dans de l'eau bouillante et qui disait, mais il sent pas. Hein. Enfin, et encore aujourd'hui, quand on dit, mais un arbre, quand on le coupe, enfin, bien évidemment qu'ils communiquent, bien évidemment qu'ils ont des histoires d'amour. Bien évidemment que quand je mets ma chaise dehors à la rue, enfin, c'est pas parce qu'elle a pas de cœur et qu'elle peut pas parler, enfin, tu vois, évidemment, quoi. Et donc, je trouve que c'est nécessaire aussi, alors, pour se rendre compte du vivant et
au-delà de cette révélation sublime, que tu parles d'amour, enfin de révélation, quoi. D'ouvrir les yeux sur le monde, en fait. C'est sûr que, bon, en tout cas, ça contribue à beaucoup élargir, beaucoup apaiser aussi. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, déjà, c'est un vrai voyage, parce que quand tu vas, pour le faire, faut aller à l'étranger, parce que t'as pas le droit de faire ça en France, c'est compliqué, à risque et compagnie, peu importe. Mais Les champignons, tu parles? C'est un engagement, oui, ce type de médecine, quand tu veux que ce soit très bien encadré, et que tu veux le faire full sans risque, c'est mieux de le faire à l'étranger, dans des pays où voilà. Mais, pour moi, c'est pas un refuge. C'est l'opportunité, apprendre à ouvrir une porte qui avait jamais été ouverte avant, dans mon cerveau, dans l'émotionnel, dans tout ce que tu veux. Et grâce à ça, t'as frayé un nouveau chemin. Le but, pour avoir beaucoup lu, tu te rends compte maintenant, tu as 200 hôpitaux dans le monde qui soignent avec les champignons, trauma post-guerre, il y a un hôpital à Nîmes, ça y est, ils ont fait des tests, ils ont soigné les addictions, l'alcool, et il y a des résultats fantastiques. Et je ne crois pas que ce soit la médecine pharmaceutique de demain, parce que malheureusement c'est quelque chose que tu trouves dans la nature. Donc, voilà, bref. Je m'étendrai pas sur ce sujet, mais c'est en tout cas... je trouve ça fascinant, complètement fou, et même la pharma, ils ont tous les labos ont fait des études de phase 4, ça marche, ils ont fait les études parce qu'ils sont obligés de faire les études avec des placebos, etc. Ça fonctionne, c'est prouvé, voilà. Et le but, c'est juste d'ouvrir une porte et de pas en avoir besoin après derrière, mais de juste, en fait, t'ouvres ta conscience. Comme si tu montais tu changes d'étage pour voir les choses, en fait. Voilà. Et ça te sert dans ton quotidien, après. C'est ça le but, encore une fois. Je parlais de la méditation, de la méthode, c'est comment tu vis dans ton quotidien. Si je vais en Colombie et qu'ensuite je revenais pareil, ou que de ce que je comprends, je décide de pas l'actionner et de transformer ça en méthode dans mon quotidien, ça ne sert à rien. Le plus dur quand tu reviens à Paris, c'est que ton habitude, elle est ancrée. Elle est liée à ton rythme, dans ta vie, dans le métro, t'as un process ancré d'habitude. Comment tu le changes? Comment tu vas faire la même chose d'une autre façon? C'est ça la question. Et comment tu vas regarder les gens autrement? Comment tu vas regarder le ciel? Te donner 2 minutes, parce que là, tu vois, t'as un petit rayon de soleil. Tu vas te donner te donner l'opportunité d'être émerveillé 30 secondes. Voilà. Et c'est avec, tu vois, plein de gens qui seront peut-être pas d'accord avec ça, mais c'est en faisant ça que tu changes ta vie. Parce que si t'attends la théorie de l'extraordinaire, ah non, moi je veux être au sommet du Kilimandjaro en train pour voir ça, c'est ça. Ok, si tu veux ça. Mais apprendre, c'est aussi un point là que je rajoute sur ta question de la spiritualité, c'est que plus j'avance, plus la simplicité et les choses simples, elles me semblent extraordinaires. Et ça, c'est un super cadeau. De ouf. Tu vois. Et voilà. Et t'as des prises de conscience parfois qui peuvent être aussi bien quand je vois cette personne en Thaïlande, etc. Quand j'ai eu mon expérience psychédélique en Colombie, etc. de révélateur. Et si quand je rentre dans mon quotidien, j'applique pas ça sert à rien. Parce que quand tu commences à vraiment appliquer ce que tu as compris et que tu transformes un peu ta façon de faire, que tu casses ton habitude un peu, tu la remodèles. C'est là où... Moi, ça change mes lentilles. C'est comme si la lentille n'était jamais partie. C'est-à-dire que j'ai profondément conscience qu'un arbre est vivant, que les plantes sont vivantes. Et du coup, je leur parle. Et du coup, j'ai conscience de l'énergie. Mais je suis pas protocolaire, moi. Chacun aura sa façon. Ouais. Chacun aura sa façon. Voilà. Et c'est ça, en fait,
qu'il faut aussi accepter, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir raison. Et que ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bien. C'est qu'un jour, je me suis rendu compte, je sais plus ce que j'avais fait ou quel livre j'avais lu, je sais plus. Et en fait, quelqu'un qui argumente sur un truc, et j'ai pas contre-argumenté, j'ai pas eu besoin d'avoir raison. Et ça a mis beaucoup de paix en moi de plus avoir besoin d'avoir raison. Ouais. C'est parce que c'est son choix. C'est son chemin de penser ça et tout, et qui ça changera peut-être ou pas, et qui vivra une résistance ou pas, et c'est ok. Pourquoi j'ai besoin d'avoir raison, en fait? J'ai pas besoin. C'est sur un sujet qui, pas besoin d'avoir raison. Mais moi, je suis pas quelqu'un de substance, c'est-à-dire, je bois un coup de temps en temps, voilà. Mais je sais que c'est pas bon, mais j'aime bien boire de temps en temps, tu vois, voilà, pas souvent, voilà, mais je trouve ça aussi super bon. Quand tu manges bien, boire du vin, j'aime bien la tequila aussi. Voilà, pour m'amuser, la très bonne musique, ça suffit. Ouais, des bons potes, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, mais le son, c'est extraordinaire. Alors, il y a une question, et c'est une des dernières. Après, il y a la question sur l'amour, et ensuite, je vais tirer une carte. Alors, la question, c'est en quoi tu crois? Je crois que tout est possible. Être prêt. Ouais, non, après, c'est que tout est possible. Tout est possible. Ouais, c'est... Mais dans plein de trucs, même dans le boulot, tellement entendu, c'est pas possible. Voilà, c'est... Ouais, tout est possible. C'est quoi l'amour pour toi? L'amour, c'est la connexion. C'est déjà la connexion avec soi. Et ensuite, avec les autres, avec une personne, parfois aussi. Mais c'est vraiment ouais, c'est l'union, quoi. C'est l'acceptation, c'est la compréhension, c'est aussi l'ultime. C'est ultime, l'amour. Faut profondément s'abandonner aussi pour pouvoir aimer. Il faut se laisser vraiment aller pour oser sortir ce sentiment. Voilà. C'est la vie, quoi. Toi, tu as déjà expérimenté vraiment, justement, se lâcher prise, quand tu disais se laisser aller? J'ai l'impression que je l'ai déjà. J'ai eu pas mal d'expériences de lâcher prise. Aussi bien quand ça va et quand ça va pas. Les situations chaotiques. Tu peux plus rien faire, t'es bloqué, À un moment, je me dis, le seul truc que j'ai à faire. Lâche, attends. Sans scénario. Ok, on verra. Tu dis, ok, on verra. T'as confiance en toi? Bien sûr. J'ai confiance. Mais je te dis bien sûr, mais c'est pas de l'arrogance, hein, tu vois. J'ai confiance avec de l'humilité, tu vois. J'ai confiance dans ma limitation aussi. Je suis un être limité et tout, mais j'ai confiance dans le fait que je vais faire de mon mieux, quoi. Que je vais tout donner à chaque fois. J'essaie de tout donner. Ne serait-ce que parce que la vie, c'est tellement fou, tellement beau, que ça vaut le coup de se donner. Ça vaut le coup pour vivre le cadeau. On peut pas l'honorer autrement que en faisant de son mieux. Je trouve ça terrible de pas faire de son mieux. Tu parlais de la notion de courage. Par exemple, faire de son mieux, c'est oser dire. Tu dis beaucoup ça, oser dire. C'est très inspirant de porter sa vérité. Et quand tu parles d'humain, tu dis la voix. C'est très important pour toi, ça. C'est hyper important. C'est hyper important déjà de par mon histoire, forcément. Tu vois, je l'ai même pas. C'est venu comme ça. Et c'est très important de l'exprimer de la bonne façon. C'est-à-dire que on peut vraiment tout dire à tout le monde.
ta façon, c'est la clé. Parce que ta voix, c'est un instrument où la personne en face, s'il y a quelqu'un dans une autre langue que tu ne connais pas, qui va t'exprimer quelque chose de négatif, s'il te l'exprime positivement, tu sais pas que c'est négatif. Donc en fait, à partir du moment où ta vibration, elle est positive, elle est bienveillante, et par bienveillance envers toi-même, tu peux dire, écoute, j'aime pas ta façon, je ne ferai pas cette chose. Tu peux tout dire positivement. Et on pourra jamais te reprocher ça. Dire, écoute, je suis désolé, moi je le pose. Voilà, ma limite, elle est là. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à en parler autour de vous et à le partager à vos amis. Pour celles et ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, des cours de tarot, rendez-vous sur mon site le4debâton.com. Le 4 de bâton est aussi sur TikTok et sur Instagram, le 4 de bâton tarot. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur YouTube, sur la chaîne du 4 de bâton, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance. Alors, on a un jeu de tarot sur la table. Est-ce qu'il te plaît déjà? Sinon, on change. Tu peux manger t'en sortir d'autres? Non, il me parle. Non, il te parle? Ok. Est-ce que tu peux le prendre en main? Tu vas te tirer une carte. Et tu vas poser une intention. Une intention, tu sais ce que c'est? C'est, voilà, tu vas demander un message. Tu disais que parfois tu tirais une carte. Est-ce que tu as une question aujourd'hui à poser ou une intention? Oui. Tu veux la savoir, c'est ça? Bah, évidemment. Évidemment qu'on veut la savoir. Savoir de quoi j'ai besoin ou de ce qui me ferait du bien. Ok. Alors, quand t'es prêt, quand t'es concentré, que t'es vraiment centré sur cette question de allez, envoie-moi un message sur de quoi j'ai besoin. Ouais, bah vas-y. On prend là, retourne là. Les deux. C'est pas grave, on prend les deux si t'es d'accord. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux commencer par toi faire une lecture? Ouais. Puis moi j'en proposerai une. Alors, pour les auditeurs, sur la gauche il y a une carte d'un chevalier sur un cheval, avec, je pense que dans la main droite il a une espèce de, est-ce que c'est une espèce de lance, mais avec, c'est comme une branche d'arbre en fait. C'est un bâton, c'est un cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Je connais pas les cartes de tarot. Il y a des pyramides qui sont en bas sur la gauche. Voilà. Et sur la droite, il y a deux loups qui chantent, on va dire, c'est comme ça, vers fusion du soleil et de la lune. Au milieu, en bas, il y a un homard. Et ils semblent contempler la scène, voilà. Et il y a deux tours de part et d'autre derrière eux, entre ce soleil et lune. Donc à gauche, moi je dirais que c'est cavalier de bâton, il y a une forme de... Il y a quand même le courage qui vient, il y a une quête, il y a la quête peut-être pyramide, il y a trois pyramides, c'est peut-être une forme de trinité, quelque chose de sacré. Donc le cheval se cabre et bon, il y a une notion de mouvement quand même, de quelque chose d'offensif, je dirais. Et à droite, les loups, je dirais que il y a sûrement mâle et femelle, et tout comme on retrouve aussi cette forme dans la lune qui est dans le soleil aussi. Il y a une notion de aller vers quelque chose, aller vers un centre. Je trouve qu'il y a un appel vers le centre entre ces deux tours. Et le soleil et la lune, c'est l'unité. C'est aussi une polarité ou une dualité, mais qui, quand ils sont ensemble, créent une union. Voilà,
Voilà, puis il y a tous les éléments sur cette photo, parce qu'il y a quand même le feu, il y a de l'air, il y a la terre, il y a l'eau. Donc ça, c'est quand même une carte d'unité, et je trouve que c'est une carte de paix quand même. La carte de gauche, c'est une forme de courage, mais je vois pas de danger. Donc c'est plus en gros vas-y peut-être pour aller vers cette unité, vers cette paix, vers cette unité. Donc, le message, toi, que t'entends, c'est va vers cette unité. Ouais. Avec du courage, vas-y, fonce, attaque. Je suis assez proche de ta lecture du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il va falloir accélérer un peu le mouvement. Il y a quelque chose qui te passionne, les bâtons, c'est le feu. Et il faut que tu ailles porter le message. En fait, tu as une mission, c'est de te mettre en mouvement, c'est passe de torche, tu vois. Il y a quelque chose que tu sais, qui te passionne, et on te dit d'accélérer le pas. La lune, c'est une carte majeure qui parle de quelque chose que tu caches. Ça parle de créativité, ça parle de maternité, mais tu es maternelle. C'est quelque chose, un projet qui est en gestation, qui n'est pas encore le soleil, c'est-à-dire visible, et qui permet aux gens d'avoir plus de visibilité sur eux-mêmes, tout ça. En tout cas, c'est un projet créatif dont on parle. La lune, c'est vraiment le liquide amniotique, c'est les cancers, c'est l'histoire de la carte. Mais il y a vraiment cette idée de que ça soit un loup, que ça soit, il n'y a pas de bien ou mal, on te demande de traverser, de te faire confiance et d'aller vers plus de visibilité. Le message que je vois, le conseil pour moi, ma lecture, il y en aurait plein, c'est qu'il y a un projet créatif que tu tiens caché. On te dit de ne pas avoir peur de ta zone d'ombre ou de ta zone, enfin de ton diable et de ton ange, et de vraiment traverser. Et qu'il va falloir accélérer le pas parce que tu es quand même missionné sur éclairer les gens. Donc moi je verrais ça comme message. La lune, c'est vraiment la créativité et c'est tout ce que tu tiens caché. Et ça, il y a une mission. Bon bah voilà, faut y aller. Ouais, faut y aller maintenant. Allez, on y va.